Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, vous allez découvrir un parcours dans lequel on parle de reconversion qui rime avec passion. J'ai découvert Mathias sur LinkedIn. Encore, mais qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Grâce à une photo d'un terrain de basket extérieur. Et oui, quand on est passionné, qui avait été repeint de manière artistique. Parce que d'art, il en sera question dans ce podcast. Le plus étonnant, c'est que Mathias a commencé loin de cet univers. D'abord dans le contrôle qualité, puis sur des chantiers, pour ensuite finir chef d'équipe dans une usine. On peut dire qu'il n'est pas le profil type de l'artiste. Et pourtant, c'est un passionné. C'est ce que j'ai adoré chez Mathias, c'est ce qui va également vous étonner. C'est par des cours du soir pendant plusieurs années qu'il a créé sa reconversion en proposant aujourd'hui d'utiliser l'art pour éveiller les consciences, pour développer le travailler ou le vivre ensemble. Allez, on prend les pinceaux, la peinture de toutes les couleurs et on va réaliser la fresque du parcours de Mathias. Donc aujourd'hui sur le podcast, je reçois une personne qui manie tout ce qui va être couleur, peinture, mais je ne veux pas trop vous en dire, il va vous expliquer un petit peu plus, parce que peut-être qu'il fait des choses que je ne connais pas et je le reçois comme vous allez le recevoir, c'est-à-dire que je ne connais pas Mathias, on a pris contact sur LinkedIn et on s'est rencontrés sur LinkedIn et on a dit allez, on enregistre un podcast parce que je pense que ce que tu fais c'est original. Alors Mathias, je ne vais pas me permettre de prononcer ton nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Je vais te laisser le prononcer. Puis tu vas nous dire un peu d'abord qui tu es avant de nous parler de ton parcours et de ce que tu fais. Alors, bonjour à toi. Merci de m'accueillir. Puis cette sollicitation un peu anodine, en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est toujours un plaisir de partager. Et puis voilà, c'est peut-être l'essence même de ce que je fais. Ce mot partage, je vais peut-être le répéter. Alors qui je suis ? Je m'appelle Mathias Chmielarczyk, j'ai 34 ans, j'ai un enfant, j'habite sur la métropole, je suis originaire de Lens. J'ai grandi à Douai, entre Douai et Lens, j'ai fait mes études à Valenciennes, en génie mécanique. Et puis j'ai un parcours industriel. Alors c'était pas mes motivations de base, mais je suis arrivé dans un parcours industriel et j'ai commencé en qualité fournisseur. Et voilà, ce que j'ai aimé dans ce métier, la fibre du technicien qualité, de l'animateur qualité spécialisé sur les fournisseurs, c'est ce rapport au final à tous les métiers, toutes les entités, toutes les personnes au sein d'une usine, d'une entreprise, pour trouver la bonne solution. Espèce de main de fer dans un gant de velours, mais avec une intelligence, toujours par rapport à ce qu'on fait. Et puis d'entretenir aussi des liens avec nos fournisseurs, de ne pas être dans ce rapport bête, je te tape dessus, toi ça ne correspond pas au cahier des charges, t'as fauté, amende, pénalité, amende. Voilà, c'est pas cette démarche-là qu'il faut avoir, il faut vraiment aussi être humain en fait. Et puis de toute façon, si on réussit ensemble, on croule ensemble, hein, c'est quand même un peu ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien botté. Et puis, première entreprise que j'ai connue, ça a été aussi une fermeture d'entreprise. Pour une première expérience, c'était pas mal. J'ai récupéré un service où les 2 personnes étaient parties. Bon, je pense qu'ils devinaient un peu l'avenir. Ce qui était très bien pour moi, faire mes armes. J'avais 22 ans. Et j'ai aussi connu, du coup, la chute et la fermeture d'une boîte qui était une boîte internationale. Nous en avons encore aujourd'hui ailleurs, mais plus en France. Et les lois du marché, etc. Voilà, c'était pas des fautes à cause d'eux. C'était une entreprise qui avait gagné un marché qui représentait 40% de la production. Et on devinait que c'était pas possible qu'ils remportent le marché. Et on l'a vu, je crois, 1 an ou 2 après à la télé. Voilà, ce concurrent fermé aussi, parce que économiquement, il n'était pas viable en fait. Et donc, juste, je me permets une parenthèse, mais comment on vit ça quand on est jeune ? C'est ta première expérience et il y a une fermeture d'usine, d'établissement. Personnellement, pour moi, pas de crainte. Je débarque, je fais 8 mois tu vois, chez eux. J'ai appris le métier et puis c'était vraiment... c'était génial, c'était vas-y, fonce, quoi.
Au-dessus de moi, j'avais que le directeur du site qui lui avait bien autre chose dans sa tête. Donc c'était liberté à moi de prendre le métier en main et de faire toute mon expérience. Donc pour moi, c'était génial. Et après, de voir quand l'entreprise a fermé, le comportement des gens, les revendications, le positionnement, moi j'ai été très critique là-dessus, même si je comprends les inquiétudes, les craintes des gens. C'est beaucoup de choses de responsabilité d'eux-mêmes, en fait. Pas à sauver la boîte, mais peut-être à sauver 4, 5, 6 mois, à sauver des primes, en fait. Tu vois. Donc, il y avait quand même une remarque à me dire, même dans la galère, en fait, on peut faire beaucoup mieux que ça. Faut être, je sais pas, c'est une vision, en fait, faut être sincère par rapport à la réalité. On va trouver un travail ailleurs, mais on peut essayer de sauver un peu les meubles, quoi. En fait, voilà, le bateau coule, mais si on a moyen de récupérer des trucs, faut les récupérer, et ça n'a pas été le comportement des gens, quoi. D'accord, le comportement, c'était quoi? Pour que tu puisses nous expliquer un petit peu. Ah, moi j'ai vu des gens faire des concerts de ferraille dans l'atelier soudure, à taper partout avec les outils sur les produits. Alors c'était des cabines d'engins agricoles ou BTP. Et bon voilà, c'était la fête quoi en fait. Et, bon ben, tu sors pas les bons produits, t'es en retard. Et puis ben, par contre, ben, les quelques produits qu'ils étaient à livrer, quelques bons clients, ben, ils n'arrivent pas bons. Et voilà, beaucoup de soucis en fait comme ça. Et puis ce rôle de qualité fournisseur fait que ben, tu es autant dans l'atelier à connaître tout le monde, comme tu es autant sur le plateau à connaître tout le monde. Hein. Ouais, j'ai le trait d'union un peu entre les deux, quoi. Donc j'ai vraiment vu le comportement de chacun, la conscience de chacun. Et ça a été une bonne expérience. Moi, j'en ai tiré une bonne expérience en fait de ça, une bonne vision. Et puis je suis passé à autre chose. Ok. Et donc justement, à quoi tu es passé après? Quelle est la suite de ce parcours? Alors, moi, je recherchais toujours peut-être à... C'est vrai que j'avais quand même un peu dans l'idée de me dire, c'est peut-être pas forcément le secteur de l'industrie, mon secteur de cœur. Est-ce que je vais me reformer, chercher autre chose? Puis, j'étais un peu ouvert à toute opportunité et la reformation ou la formation était toujours dans ma tête. Mais j'ai trouvé du travail chez Alstom. Voilà, je suis rentré chez Alstom à Valenciennes Petite Forêt, pareil, technicien qualité fournisseur, des projets excellents. Et puis quelques mois après, j'ai un coup de fil d'une personne que je connaissais. Tiens, est-ce que tu es dispo ou pas pour rentrer à Bombardier pour faire la même chose? Ok, bon ben voilà, je suis rentré à Bombardier. À Bombardier, je fais 3 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, 3 ans. Au début délégué sur un projet délégué en fait, rétrofit des trains, tel projet Sarkozy et mise 09, gros projet de nouveaux trains de banlieue ou trains qui traversent Paris, en fait, de nouvelles technologies, etc. que Sarkozy voulait mettre en place. Et bon, c'était un super projet. Donc voilà, on a bossé dessus sur un projet un peu en dehors de la production, sur les remises à neuf des véhicules d'essai, en fait, c'est ça, quoi. Et donc vraiment un projet en autonomie. C'est ça qu'il fallait garder. Moi, j'ai toujours eu un plaisir d'être en équipe détachée, petite équipe, et puis à 5 ou 6, on arrive à avancer correctement sur ce projet-là. Vraiment, ça a été génial. Après, j'ai réintégré l'effectif, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai fait un peu tous les postes au service qualité à Bombardier, et puis c'était une expérience formidable. Problème économique, comme dans beaucoup de boîtes. Alors, au revoir Mathias. De là, j'atterris. Quand tu dis au revoir Mathias, c'est licenciement économique. Alors moi, j'étais prestataire. D'accord, ok, je comprends bien. J'étais prestataire, donc on fait partie un peu des premiers aussi à partir. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être dans les premières vagues, plutôt les dernières vagues. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'expérience, c'est la vie. Et je suis atterri en tant que responsable d'implantation magasin logistique sur un chantier de ligne à grande vitesse dans les Pays de la Loire, du magasin logistique. Bon, c'est pas mon expérience, mon métier, mais le côté animation, tu sais, c'est quelque chose que je recherchais. Alors, une très belle expérience, une découverte, une nouvelle région et un autre secteur d'activité qui était celui, entre guillemets, du BTP. Hein. C'est une ligne à grande vitesse, mais c'est un peu semblable au BTP. Des nouvelles mentalités, il faut s'adapter, etc. Tu vois. Donc, c'était aussi une expérience très, très, très enrichissante. Un chantier de ligne LGV, ça court pas les rues non plus. Et de voir vraiment ces projets menés par une grande boîte, hein, c'était Eiffage.
Ça a été vraiment une super expérience aussi. Et je montais un peu, là, par contre, en compétence sur l'animation de personnes, tu sais, avec deux caristes. Quand on était en pic de production, on avait un prestataire supplémentaire, en fait, quoi. Donc voilà, faut gérer ça, tes entrées, tes sorties, ton parc, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de personnel, les problèmes aussi des livrables à la réception, etc. Tu vois, un peu le lien avec la qualité. C'est pas comme dans l'industrie, ils n'ont pas de qualiticien dédié réellement, donc tu fais un peu le rôle là, quoi, en fait. Voilà, ça a duré 13 mois, si ma mémoire est bonne, 13-14 mois, j'ai dû rester dans les pays de la Loire. Il faut en parler aussi, formidable région, énormément de plaisir, de découvertes, des gens vivants, ça contribue au bien-être aussi, quoi. C'est enrichissant les voyages, et ouais, c'est plaisant si le travail peut t'emmener à un moment donné à découvrir aussi autre chose. C'était vraiment assez sympathique. Et je suis arrivé à Lille. J'arrive à Lille, je sais pas, j'avais 28 ans en fait au final. Et j'ai très vite trouvé du travail, donc on s'est implanté ici avec ma copine. Bon, voilà. On prend un logement ensemble, on s'implante ici à Lille Centre en été. Et puis j'ai eu la chance en très peu de temps, en quelques mois, de tomber sur une offre pour Decathlon. Je savais même pas que c'était Decathlon en fait à la base, mais ils cherchaient quelqu'un pour animer un peu une certaine partie qualité des trottinettes, tout le spectre, hein. Enfants, adultes, mobilité urbaine, street, etc., etc. Et j'étais assez content parce qu'à la base, moi, je fais du roller agressif, un peu cet esprit rider quand même. Alors, roller agressif, explique s'il y en a qui ne maîtrisent pas. On est ceux qui dégradent le marbre devant la mairie, tu vois. Ok, je vois. Ok, je capte. Donc, voilà, il y avait un petit lien d'affect. Donc c'est aussi assez sympathique de rentrer dans une boîte où tu connais un peu la mentalité des gens, des utilisateurs. Peut-être j'étais recruté aussi pour ça. et ça a été du plaisir. Je les ai accompagnés pendant 1 an et demi à remettre en place, voire à mettre en place la réparabilité de l'ensemble du spectre des trottinettes, hein. Donc voilà, là, pareil, toujours un peu en mode qualité, donc analyse des défauts, et puis beaucoup de dialogue avec les ingénieurs, avec la marque atelier. Enfin, voilà, tu as beaucoup d'interlocuteurs en fait pour faire avancer la réparabilité, et surtout c'est que voilà, on ait les pièces détachées, on a un catalogue, et que le client quand il vient, on puisse lui réparer sa trottinette très facilement. Voire même il peut le faire lui-même. J'ai fait des vidéos tutos, des fiches méthodes, etc. Enfin, on a bien bossé quand même la chose. Et puis l'animation économique aussi, où est-ce qu'on en est sur le coût non qualité, les coûts de réparabilité. On peut rentrer dans les détails, ça serait long, mais voilà, 1 an et demi d'accompagnement à remonter en gamme leur positionnement sur la réparabilité, ce qui joue sur la satisfaction client, sur l'image du produit, l'obsolescence programmée, etc. Tu as un travail de politique, tu as un travail d'éducation de ton client, d'éducation de l'utilisateur, d'éducation des partenaires, comme à l'atelier en fait. Tu as beaucoup de liens à créer avec la marque. Donc ça a été vraiment aussi très très plaisant, tu vois. Donc depuis le début, je suis beaucoup dans des métiers où j'aime parler à tous les corps de métier. C'est ce que je vois. Ça chemine doucement. Ça chemine doucement. Et de là, après, je suis atterri. Alors, Oxello s'est séparé. C'était à un moment donné où Decathlon relançait une expansion où tout se divisait. Donc, les gens comme moi, on ne sait pas trop où les mettre. Alors, je suis parti. Je vois aussi que c'est une manière pour toi de penser. J'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, hein, justement, parce que les auditeurs et les auditrices sont peut-être curieux, mais j'ai l'impression que c'est une forme de philosophie un peu. Quand ça va pas, il vaut mieux partir, ou en tout cas, si on se sépare de toi, tu te dis j'y vais, quoi, je vais aller ailleurs. Ça fait toujours quelque chose, il faut pas se mentir. Bien sûr. Quand c'est quelque chose que t'aimes, et qu'on te dit tu vas devoir changer, t'as forcément, entre guillemets, un pincement au cœur, en fait. Mais faut pas oublier que l'avenir nous appartient, et puis voilà, faut aller de l'avant, c'est ça qui est aussi très important. Et bon voilà, je voulais aller de l'avant, mais rester chez Decat parce que la mentalité me plaisait, parce que les produits me plaisent, l'aspect sportif me plaît. Enfin, j'ai trouvé beaucoup de choses chez Decathlon qui me correspondaient en tant que philosophie de marque.
Et donc je suis rentré après en tant que manager production. J'étais patron de prod en fait pour une usine de VTT, secteur logistique et qualité. Et puis celui qui devait s'occuper de la production, donc on devait être 2 patrons sur la prod, est parti. Alors j'ai pris par intérim la prod avec. Là, ça a été quand même éreintant. 37 personnes à gérer, 3 secteurs d'activité. À un moment donné, on était en 2 postes. Il manquait un chef d'équipe et un patron de prod. Alors, faut remplacer ces gens-là. T'as du recrutement, il y a du turnover, faut prévoir les vacances, on grandit l'effectif, faut les formations, faut les rendre polyvalents, faut les challenger, faut remonter le moral des gens, il faut qu'ils te fassent confiance, qu'ils croient en toi. Enfin, tu vois, là, ça a été quand même assez lourd. Surtout pour un secteur d'activité production même que j'ai jamais connu en fait avant. C'était des formidables défis. Ça a été fatigant, mais ça a été passionnant. Et on a réussi, on réussissait nos objectifs. Après, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais pour moi, ça a été des objectifs remplis, réussis, et surtout une reconnaissance de la part de mes équipes. C'est surtout à ça que je les mesurais, en fait, tu sais. C'est souvent ce qu'il faut, hein, parce que... t'as toujours... Après, tu sais, chacun aime bien se mentir sur ses problématiques, en fait, quoi. Et c'est là où, après, on rentre un peu dans les mentalités françaises, parce que là, moi, je vais à l'encontre. Puis on va peut-être rentrer maintenant dans le pourquoi de ma création et de mon entrepreneuriat. C'est que cette expérience-là, manager prod, elle s'est finie au bout de 6 mois. Voilà, je vais être franc, le dernier jour de ma période d'essai. Voilà, j'ai pas été gardé parce que j'étais nul, sinon ils m'auraient dégagé bien avant. Parce qu'on n'était pas d'accord sur la politique avec un nouveau directeur qui était arrivé, je crois, 2 ou 3 mois après moi. Et que lui venait pas de chez Decathlon. Donc on a vraiment des mentalités, il venait de l'automobile, on a vraiment des mentalités assez différentes. Et moi, quand j'étais venu, ceux qui m'ont recruté, qui n'étaient pas le directeur en place à la fin, moi j'avais un projet sur 3 ans, et j'avais un projet pédagogique, et puis il y avait beaucoup de choses à faire avec les équipes. Donc d'abord de la formation, de la reformation, de l'information, donner des compétences, monter en compétences, viabiliser, stabiliser les effectifs, parce qu'avec du turnover, t'as même plus envie de former les gens, parce que tu sais que dans 3, 4 mois, 6 mois, ils sont plus là, puis tu recommences, et que... ça, c'est une philosophie d'entreprise où j'ai l'impression qu'on peut jamais dépasser les 50% de capacité. Et tu recommences à 0 ou presque, et puis c'est énergivore pour rien. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis battu. On va monter des projets à long terme, on fera ce qu'on peut cette année. Après, moi, je suis arrivé dans le jus. On passe la saisonnalité, et puis j'ai pas eu le temps d'atteindre l'automne et de pouvoir avoir du temps pour reformer les gens et de se préparer à la prochaine saison, quoi. Et c'est ça en fait qui m'a dit, mais Mathias, arrête le monde de l'industrie. Tu vas te confronter encore à des problèmes de politique, à des problèmes d'ego. Un directeur a décidé que, puis après, on a ces mentalités où quand ça va mal, on remonte pas toutes les informations forcément jusqu'en haut, on n'ose pas être franc, on cache. Ouais, dans mes chiffres, j'ai réussi. Alors, moi, je suis le mieux placé pour savoir te dire, alors les chiffres, on en fait ce qu'on veut. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Et voilà, c'est un système. Quand tu arrives à un moment donné dans les postes de manager plus, en fait, c'est de la politique, tu sais, derrière. C'est plus réellement du technique, en fait, quoi. C'est vraiment un job de politique. Et voilà, c'est ça que je me suis dit, je trouverai pas mon bonheur dans une autre branche industrielle, je sais comment ça fonctionne, et je risquerais de tomber dans le côté obscur pour moi-même, en fait. Et donc, au moment où on t'annonce ta fin de période d'essai, il y avait déjà dans ta tête des idées de dire je veux devenir indépendant, je veux plus rester dans le système, ou au moment où ta période d'essai elle tombe, t'y avais jamais pensé, mais c'est le tilt qui déclenche? Alors les idées de projet, c'est des choses que j'ai toujours eues. Pour la petite anecdote, on avait 15-16 ans avec des potes au lycée, on avait créé une marque de vêtements. Mais que entre nous. On mangeait des bonbons Harlequin. À la récré, le paquet, il faisait 5 minutes, quoi. Et on avait dit, à l'époque, moi je jouais au basket, et il y avait une marque qui s'appelait And One.
Harlequin en anglais, Hark One. Allez, on est parti là-dedans, on va créer Hark One, il n'y a personne qui va savoir nos références. Et puis on a fait des t-shirts comme ça. Puis on était fiers dans la cour de se balader avec nos t-shirts. Mais tu vois, alors ça, c'est déjà des mini-projets qui sèment des choses dans ta tête et qui font que tu arrives plus facilement sur le chemin de l'entrepreneuriat, en fait, quoi. La créativité, l'idée, la réalisation, la fierté de le montrer, en fait, quoi. Et donc au moment où tu décides de dire je vais créer, est-ce que tout de suite c'est l'idée de ce que tu fais aujourd'hui, ou il y a des idées intermédiaires et puis tu bascules Ouais, avec du recul, je vais dire, c'était préparé. À l'époque, c'était pas, je pouvais pas dire que c'était préparé, mais dans mon inconscient, ça se préparait. Parce que quand je suis revenu à Lille, je cherchais à me reformer, avoir une vraie formation en art. Voilà, j'ai toujours su dessiner, mais j'ai jamais eu de vraie formation. J'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait du dessin industriel, entre guillemets. C'était peut-être le seul truc qui m'intéressait, tu vois, à l'école. Et le monde de la conception, de la créativité, mais dans le dessin industriel, quoi. Et, non, et j'ai eu la chance, en arrivant à Lille, d'avoir une place aux ateliers du Palais des Beaux-Arts en histoire de l'art et pratique. C'était vraiment un truc ultra complet. Et donc ça se passe comment? C'est des cours du soir? C'est des... Ouais. Ouais. Ouais, c'est des cours du soir. Ça se déroule sur une année comme une année scolaire. Tu développes des projets, il y a des thématiques, des choses qui sont en lien avec les expos annuelles, et puis après d'autres choses pour ta créativité, ça dépend du prof aussi, puis il te fait découvrir des choses, et puis voilà, découverte et réalisation, découverte, réalisation, puis visite, etc. Moi je trouvais que en tout cas, le programme était assez complet et puis la personne qui nous encadrait était vraiment une passionnée en fait. Et voilà, j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai gardé ma place pendant 5 ans. Il y a une année qui compte pas parce que c'était le Covid, mais j'ai gardé ma place là-bas pendant 5 ans. Faut se lever de bonne heure, au sens propre. À un moment donné, il fallait arriver à 6h du matin devant la porte pour attendre 9h. Donc c'est pas des cours du soir, alors ça veut dire que... Non, ça c'est quand tu es à l'inscription. D'accord, ok, je comprends mieux. Ouais. À l'ouverture des portes pour les inscriptions, tu passes du temps, faut le vouloir. Ok, et toi tu le voulais? Bah ouais, je le vois tant, c'est un lieu assez incroyable, Palais des Beaux-Arts de Lille, tout ce qu'il y a à l'intérieur, la qualité que ça peut t'apporter, le prix, je sais pas comment ils font pour faire des prix aussi pas chers, quoi, mais sponsorisé par la ville et la MEL en fait, quoi. Mais non, vraiment, c'était une formation de très bonne qualité. Puis après, si tu veux, tu peux t'amuser à changer de cours, hein. Tu vas en sculpture, etc., etc. Moi, je suis resté toujours en histoire de l'art et pratique. Voilà, les arts graphiques et le contexte et l'histoire de l'art. Moi, l'histoire, j'adore depuis toujours. Mais là, on va revoir l'histoire à travers l'histoire de l'art. Parfois, tu recroises les récits, tu dis, ouais, ils affabulent un peu quand même après ceux qui sont des représentants des musées et de l'histoire de l'art. Quand moi je connais la démarche artistique, je me dis bon, ils brodent un peu, quoi. Mais c'est marrant. Mais c'est marrant de découvrir la face cachée un peu de la chose, quoi. Et à la fin, c'est eux qui me donnent confiance. Parce que sur les 2 dernières années, je suis dans un échange de créateur à créateur avec les profs. Et puis, ils m'accompagnent plus à devenir bon techniquement. On est vraiment, tiens, je pense à ça, tu penses à ça. Ouais, j'aurais fait pareil, non, ouais. Après, ils trouvent pas d'idée. Ah, bah, ça, ouais, ton idée, elle est bien, tu pourrais et tout, tu vois. Donc, on était arrivés un peu sur le même palier. Et quand je leur ai parlé de mon idée, ils m'ont dit, bah, ouais, vas-y. Alors, c'était quoi ton idée, justement? Allez, bah, de renouer un métier d'art, de dessin, d'expression artistique, de créativité. Et après, ben, quoi faire? Voilà. Là, on rentre vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Je me retrouve au chômage. J'ai des doutes et des confiances, mais qu'est-ce que je fais? Et ben, qu'est-ce qui me plaît? Il faut se poser cette première question. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vas être heureux pour toi-même? Et qu'est-ce qui va faire que dans les pires moments de galère, qu'est-ce qui va faire que cette année, tu vas pas toucher d'argent, mais que tu vas travailler tous les jours dessus? Ben, c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Qu'est-ce qui me plaît, qui me passionne avec la maturité, hein. Avec l'âge, je sais pas, j'avais 32, tu vois, à l'époque. Ben, c'est l'animation, c'est l'humain, c'est le dialogue, c'est l'accompagnement, c'est le partage, c'est quand même une grosse base d'industrie et de management. Je vais employer un mauvais terme, lean management. C'est l'efficience, l'amélioration continue, en fait, quoi, vraiment cet aspect-là. Et pour le coup, on va essayer, moi je vais essayer de le donner à d'autres personnes.
qui sont ces autres personnes, dans un premier temps dans ma tête, je me dis moi je peux faire tous ces ateliers de entre guillemets team building. Sauf que d'aller faire du sport où tu es dans la compétition, là il n'y a pas de compétition, on est les uns avec les autres. Sauf que d'aller faire du sport où ceux qui sont obèses, ceux qui ont des problèmes physiques, etc., ils peuvent pas le faire, là tu peux le faire. C'est beaucoup plus ouvert. Tu as totalement raison, il y a un point des fois où on sait que quand on nous demande, et moi je l'ai vécu, alors des fois côté client entre guillemets et autres, quand on a un animateur de team building, des fois on le prévient en disant les gens veulent pas faire de sport parce qu'on a 3-4 dans le groupe là qui peuvent pas physiquement, ou pareil peuvent pas faire de sport parce qu'ils veulent pas se mettre en short ou autre. Et donc tu as totalement raison, il faut savoir proposer des alternatives à ça. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu moi dans ce qu'on fait. Moi j'ai organisé des moments de team building pour mes équipes, j'ai jamais vu aucune presta, alors si des cuisiniers. Tu peux aller dans des cuisines avec ton équipe et puis tu passes un très bon moment à créer, à découvrir une recette, à créer ta recette. Je l'avais vécu une fois et je pense que c'était peut-être un truc qui restait dans ma tête. Mais il n'y a que eux en fait qui avaient cette idée-là. Et aller faire un paintball, aller faire un bowling, c'est bon. Mais alors pour avoir pas ce regard de participant, mais ce regard de manager, ce que j'ai fait et ce que j'ai dépensé, en fait, ça sert à rien. Parce que le lendemain matin à 7h, ils te chient dessus, les mecs. Ils ont bouffé au restaurant, on leur a payé leur journée alors qu'ils n'ont pas travaillé, on a payé l'activité, on a payé un coach, on a tout payé. Le lendemain matin, ils te chient dessus. Ouais, là, ça va pas, il y a encore ça et ça. Ça sert à rien. Moi, c'était vraiment le bilan que j'avais. Ce qu'on fait avec eux, c'est pas adapté, faut le changer, faut le faire évoluer. Ça correspond pas à un réel support de management. On est dans l'outil plaisir, mais on n'est pas dans l'outil de management. Ok. Et donc, ce que pour essayer de résumer, pour donner du sens, c'est que la réflexion que tu as dans ta création d'entreprise, c'est du plaisir, et ce plaisir adapté à ce que tu as vécu en entreprise et à tes constats que tu as fait pendant ton parcours. C'est exactement ça, en fait. Et donc, voilà, j'ai mon petit parcours à réfléchir à mes offres, je me fais accompagner aussi pour bien créer. Moi, j'ai des talents, des compétences, et puis il y a des choses que je sais pas faire. Je suis complètement nul, avec mes stress, mes craintes, mes peurs. Donc ça fait partie aussi de mon développement, surtout sur la partie commerciale, tu vois, où là, j'ai jamais fait le commercial. Donc c'est des choses que j'ai dû travailler. Et je suis arrivé sur le marché, Covid. Ah, on est partenaire de bonnes galères. C'est-à-dire que tu as créé quand, à peu près Fin 2019, début 2020 je crois que j'arrive sur le marché en octobre 2019, octobre-novembre 2019. Je sais que si c'est ça, parce que septembre, octobre, je perds du temps, je dois créer mon site moi-même, c'est un peu la galère, je sais que je perds un peu de temps là-dessus. Et puis quand j'arrive avec mon offre, et bon, c'est l'hiver, les entreprises elles ont plus de budget, donc tu sais que tu prévois tout pour à partir de janvier. Je connais un peu les plannings, les bilans lancement, etc. Et non. Et non, en février, on te dit ouais, ça pue là, attends. Pas COVID, tout de suite. Covid partout, en Italie, début février. C'est bon, ça arrivait chez nous et puis fermé. Et donc comment tu vis ce moment-là, parce que ça met tout en stand-by. Ouais, ça met tout en stand-by. Parce que même travailler avec des enfants, même les centres sociaux, même si ces ateliers-là, j'ai des versions soft, en fait, derrière. Et non, tout est en stand-by, tout. Et on n'a pas expliqué ce que tu fais réellement, en fait. Je me rends compte qu'on est en train de dire le Covid a tout arrêté, mais il a arrêté quoi ? Dis-nous ce que tu fais. Voilà, principalement mon offre, c'est des ateliers de développement de performance collective et personnelle. Performance collective au sens les savoir-être et savoir-faire et comment réussir en cas de problème. Pour revenir au début de notre conversation, cette mentalité, je l'ai vécue, où tu perds 1 heure en réunion pour qui n'a pas envoyé le mail, qui l'a pas lu à temps, qui l'a pas et que bon alors on met qui à l'échafaud. C'est ça, on passe 1 heure pour savoir on met qui à l'échafaud. Et à un moment donné, on s'occupe du problème, on s'occupe du client, on s'occupe de la prod à un moment donné. Donc c'est ces mentalités-là. Couper des têtes en France, on adore. À part perdre du temps, à part perdre des sous, ça sert à rien. À part perdre des gens. C'est en lien avec notre histoire, on aime bien. Peut-être. Et perdre des gens, et perdre des motivations, et puis se raccrocher un deuxième boulet à l'autre jambe. Concrètement, ça sert à rien en fait, quoi. Donc mon idée, elle est là, elle est de dire
je vais vous réapprendre sur des projets qui peut-être vont vous paraître plus ou moins complexes, mais en tout cas assez confortables. On va faire du dessin, on va faire de la peinture, on va tester les arts graphiques. Laissez-vous aller, ça va bien se passer. Mais on va développer des projets collectifs à travers la réflexion d'idées, à travers le partage d'idées, à travers la mise en place. Donc ça veut dire qu'on doit faire des choix. Il faut s'écouter, il faut se parler, il faut oser parler pour certaines personnes. Faut pas trop parler pour certaines personnes. Enfin voilà, il y a plein de... Et en fait, en gros, moi, mes projets, tu vois, je passe pas beaucoup de temps à les expliquer. Je les mets dans le bain. Et une fois qu'ils sont dans le bain, tu vois les gens comment... Et je suis dans l'accompagnement. Alors, ça, c'est un concept que j'ai vu que d'autres personnes arrivent à mettre des mots dessus. Moi, j'arrivais pas à le nommer. Mais ça s'appelle faire de la correction à l'instant T. Et c'est comme ça qu'on progresse. Tu prends un... Alors j'avais dans ma tête, tu sais, une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, un peu par hasard, de Thierry Henry, qui racontait que quand il était petit, son père à chaque fois, à chaque fin d'entraînement, là t'as pas été bon, t'as raté une passe, là t'as pas fait le bon placement, t'as pas fait l'appel, t'es pas revenu, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Bon, il a fait un bon match, a couru plus vite que les autres, ils ont gagné. Oui, mais son père l'a corrigé à la fois sur là où au final il aurait pu mettre 3 buts, là où il aurait pu empêcher de se prendre un but, là où il aurait pu être meilleur, et à chaque fois pour qu'il soit meilleur, qu'il soit meilleur, qu'il soit meilleur. Et en fait, c'est ça. Tu deviens bon quand tu as quelqu'un qui sait t'observer, qui sait être dans une critique bienveillante et qui sait te corriger et t'apporter tes éléments-là. Faire du feedback, en fait. Ouais, mais un maximum, à l'instant T. Sans être dans la bienveillance. Sans dire oh, t'es nul, oh, mais c'est quoi ça? Je te l'ai dit 2 fois. Enfin, 2 fois. Attends, lui, il connaît pas grand-chose à l'animation. Celui qui en a marre de répéter, il faut qu'il change de métier. Et donc voilà, et c'est ça que j'ai envie de ramener. C'est ça que j'ai envie de ramener. Alors pour refaire le lien à la suite de notre conversation, voilà, tous ces moments de collectif avec le Covid, ils tombent à l'eau, il faut réussir à se réinventer. Alors des ateliers en extérieur où les gens ils peuvent être plus ou moins séparés. Là j'ai créé un truc qui s'appelle l'atelier carnet de voyage, que je vends aux offices de tourisme ou au musée, où on est dehors. Moi je fournis tout le matos, t'as un petit carnet de croquis, t'as ton stylo, ton crayon, ta gomme mi-de-pain, et je sais pas quoi, et puis, allez, on va visiter le quartier, on va visiter la ville, et puis on va découvrir les monuments, on va découvrir l'architecture, on va découvrir les techniques du dessin, du croquis urbain. Et l'idée était de finir aussi à la fin dans un estaminet. Aujourd'hui, on le fait, la première année, on le faisait pas, pour aussi découvrir peut-être les saveurs régionales, et puis de finir dans un cadre assez sympa, bien finir l'après-midi. Et ça a marché. Et ça a marché, ça a plu, et bon, faut que la mayonnaise, elle prenne vers d'autres offices de tourisme. J'ai commencé avec Lens, et ça marche très bien avec eux. Voilà, si un jour ils écoutent ça, je leur remercie. Ils m'ont permis quand même de lancer quelque chose à un moment donné qui n'était pas du tout formidable, quoi. Donc, non, voilà, c'est quelque chose qui plaît aux gens, on voit pas le temps passer. Pour te dire, les ateliers, principalement, ils durent 3 heures. On annonce 2 heures, 2 heures et demie. En vrai, tout le monde y fait 3 heures et ça reste. Parce qu'à un moment donné, tu te prends de passion. Tu sais, tu as un petit peu cet axe thérapie. Tu sais, quand tu rentres vraiment dedans, puis tu le fais pour toi, tu sors des choses pour toi. Tiens, d'un coup, on libère les émotions. En fait, d'un coup, on libère les émotions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et donc, je me permets, si par exemple je suis en entreprise, je suis DRH et j'ai entendu ton message sur les team building et je me dis c'est vrai, t'as raison, j'ai plus envie de faire de paintball, j'ai plus envie de faire de bowling, j'ai envie de faire un team building original. Comment toi tu t'y prends pour faire un atelier? Là on a parlé d'une visite d'office de tour, enfin avec l'office du tourisme et autres. Si c'est en entreprise et que je sais pas, le chef d'entreprise te dit j'ai plein de problématiques, les gens ils savent pas se parler entre eux, etc. Qu'est-ce que tu proposes comme type d'atelier pour que les gens qui écoutent, par exemple, ça puisse être concret pour eux, et puis ils puissent se dire, tiens, je vais passer par Mathias, ça va changer, je ferai pas de bowling. Il y a plusieurs offres et ça va dépendre de ce que le manager recherche aussi. En fait, moi, en gros, je fais du sur-mesure. Je serais capable de même réinventer des choses qui ne sont pas à mon catalogue. J'ai sorti un catalogue il y a 3 mois parce qu'on me demande, mais en fait, j'en ai pas. Je viens, j'échange avec toi, je cerne la problématique, la mentalité des gens, et à partir de là, je vais pouvoir proposer quelque chose de pertinent, en fait. Mais
Donc par le dessin, par la peinture, par la manière de... par exemple, tu peux leur faire réaliser une fresque si tu penses que c'est le bon truc, tu peux leur faire travailler ensemble pour dessiner quelque chose ou créer quelque chose qui va faire qu'il y a de l'interaction et toi tu vas intervenir pour corriger. Je vais te donner 2 exemples. Ouais, Il y en vas-y. aurait d'autres, mais 2 exemples en fait. Un qui est vraiment collectif, un qui est plutôt personnel. Sur celui qui est collectif, c'est entre guillemets une immersion en mode mini-projet et vous devez créer l'identité de votre service ou de votre marque. Alors pour le coup, c'est quand même concret parce qu'à la fin, tu as un résultat qui peut être imprimé sur les mugs, sur les polos, sur les t-shirts. Enfin, voilà, tu as un service juridique. Ben, dans un grand groupe, il n'y a que le service juridique qui ont ça. C'est leur moment, c'est leur cohésion, c'est leur souvenir, c'est leur travail. Tu vois, c'est dans ma trame de programme pédagogique, en fait, il faut que ça finisse par un élément concret, il faut que ça finisse par un élément de fierté, il faut que ça finisse par quelque chose qui reste soit dans l'entreprise, qui reste chez les enfants qui ont participé, ils repartent avec, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. S'il n'y a pas quelque chose qui reste, tu pérennises pas. Après, on va aller au-delà. Hein. Pour vraiment pérenniser, il faut de la récurrence, etc., etc. Mais donc voilà, tu as un super atelier qui s'appelle création d'identité graphique d'équipe. Je te passe les détails, mais c'est assez complexe quand même. Et un autre qui est un peu plus personnel, c'est à la façon 2. Donc je vais vous faire découvrir des artistes, plutôt des artistes... alors moi j'aime bien les pionniers du street art, la transition des années 70 entre le pop art et le street art. Voilà, on est beaucoup plus libéré sur les émotions. Ça parle à tout le monde, on rentre facilement dedans. Et il y en a un vraiment que j'adore, on va limite parler d'art-thérapie, c'est Basquiat. Basquiat qui a une vie incroyable, courte, tumultueuse. Mais les gens qui participent à ça, après je leur demande de refaire une création graphique à la façon de Basquiat. Donc tout le monde peut y arriver très facilement en fait. Il n'y a pas de complexité à la création graphique avec lui. Et par contre, c'est toi, ta vie, toi, ce que tu veux faire. On est dans la communication non verbale, on est dans l'émotion, on est dans la libération de certaines choses qui, tu t'en rends même pas compte quand tu le fais. Les gens qui participent, ils s'en rendent même pas compte en fait. C'est à la fin. Ah bah ouais, mes couleurs, ça a telle signification. Ce que j'ai dessiné, ce que j'ai représenté, à quoi j'ai pensé. Au début, ils mettent 20-30 minutes à se lancer. Et puis au bout des 2 heures, on n'arrive plus à. Il n'y a pas assez de temps. C'est trop court. Bah, c'est temps, je peux rester encore une demi-heure, mais après. Normal. Et ça a des retours vraiment formidables. Et ça, alors pour faire le lien avec l'entreprise, je ne sais pas si c'est le meilleur pour moi que je donne aux entreprises, mais ça peut servir pour certains groupes. Et puis aussi pour des groupes un peu plus en lien avec des centres sociaux, plus les mamans, tu sais. Il y en a aussi beaucoup qui sont là, dans les quartiers, etc. Et puis ces personnes-là, de leur donner une parole, de leur donner une possibilité d'être dans leur créativité, leur interprétation d'eux-mêmes, leur vie, leur vision. Bref, un truc qui arrive jamais dans leur vie. Et en plus, t'es pas obligé de le crier haut et fort. Tu fais une création graphique. Et tout le monde peut l'interpréter. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont dedans que les autres vont pas comprendre. Tu peux garder des secrets, mais que t'as sorti du fond de toi-même. Tu vois ? Soit ça sort par le geste, soit ça sort par la parole. Ben là, ça sort par le geste. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Puis, bon, voilà, mon travail est toujours d'être dans l'accompagnement. Alors, je suis pas dans la correction, pour le coup, mais je suis dans l'accompagnement. Tes idées, ce que t'as, ta vie, comment on peut le faire ? Telle couleur, attends, je te conseille telle chose. Et toujours en fait là-dedans. Puis moi, j'ai ce plaisir-là à parler et peut-être à permettre à ce que les gens se libèrent assez facilement. Quoi. Tu travailles avec des personnes en difficulté ? Alors, ça a été mon but. C'est assez compliqué pour rentrer dans les grosses assos qui gèrent les IME, les centres pour les handicapés, en fait. Quoi. C'est assez compliqué pour rentrer, mais si tout se passe bien, là, normalement, je vais rentrer dans une grosse assoce. En tout cas, ils seront peut-être clients. Quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, si on est logique, si quelqu'un écoute le podcast et qu'il trouve l'idée intéressante et qu'il est gestionnaire d'une grosse association, il est le bienvenu, entre guillemets. C'est une des volontés que tu as dans la création de ton entreprise. Bien sûr. Après, moi, j'ai un parcours
Bon là, voilà, on va rentrer un peu plus profondément maintenant qu'on a commencé à parler. Alors si tu veux, voilà, moi mes parents sont éducateurs spécialisés. J'ai grandi sans mon père. Il est parti, j'ai pas de souvenir, mais j'avais 2 ans et demi quoi en fait. Et j'ai grandi avec ma mère, une passionnée de l'éducation, une pure passionnée de l'éducation et de ses enfants, qui était d'abord avec des cas sociaux assez durs et après qui est partie chez des handicapés. Et j'ai passé tous mes mercredis jusqu'à 10 ans avec les handicapés. Donc c'est quand même des profils que je connais. Il y a une fibre émotionnelle, il y a un dialogue que je sais faire avec eux, pas parce que je l'ai appris, parce que je l'ai vécu. C'est ton intuition, il y a quelque chose en fait. C'est du vécu, ouais. C'est tout, c'est du ça. vécu en fait, quoi. Et donc ouais, j'ai une approche assez facile vers le sens de l'émotion. Ah, tiens, tu fais le lien. Tiens, c'est pour ça qu'il voulait développer de la pédagogie à 3 ans avec ses équipes, avec son directeur. A dit non, nous on a 6 mois pour rendre les comptes là-haut, donc ton projet il marche pas. Ouais, mais mec, l'année prochaine on aura encore la même discussion. Ton système y est pas périn. Bon voilà, pas aligné sur la stratégie. Et donc voilà, j'ai toujours été là-dedans. Et puis aujourd'hui, beaucoup plus. Et moi, aujourd'hui, je fais une extrapolation, on va dire, une projection sur les futures générations, les nouvelles générations, les milléniums. On dit, eux, ils auront un métier passion. Parce que sinon, ils s'en foutent, ils iront pas, ils feront pas. Donc, tout l'accompagnement du système scolaire, des encadrants, de l'orientation, ce serait trop lourd, trop long. Doit s'adapter et doit former des jeunes et des gens au métier de demain, à leur vie de demain, à la société de demain. Mais on le sait déjà aujourd'hui que ces gens-là, s'ils sont mal orientés, ils iront pas, ils feront pas, ils vont pas durer, ils vont pas s'intégrer. Par contre, voilà, d'aller chercher les passions, d'aller chercher à travers les émotions, de développer ce que eux-mêmes ont des facilités. Tu vois, voilà, c'est aussi. Alors, je contribue à l'éducation nationale, je travaille aussi avec eux et je pense qu'ils recherchent aussi beaucoup d'intervenants comme moi pour apporter du plus. Tu sais, c'est comme une école privée. J'avais cette réflexion et ce débat la semaine dernière, mais c'est un peu comme une école privée, sauf que l'éducation nationale, c'est très administratif et c'est un peu plus lourd pour rentrer avec eux. Mais ils ont quand même cette volonté-là. En école privée, on appelle tout de suite. Tiens, un chef d'entreprise, il va venir faire un témoignage. Tiens, telle personne, il va venir, il va faire un témoignage. Ah voilà, l'école, elle vous apporte du concret. L'école, elle vous apporte, parce que c'est le privé, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Mais l'éducation nationale a aussi cette envie et puis c'est peut-être juste qu'ils trouvent pas assez de personnes. C'est pas le même système en fait, quoi, tu vois. Puis on est sur des appels d'offres de ce fait-là et ainsi de suite. Enfin, en fonction. Ouais, ça complexifie, ça peut rendre lourd. Alors ça, pour travailler, moi, avec des entités comme ça, faut être patient. T'as des réponses 3 mois, 6 mois après, tu vois. Parfois, tu crois que c'est perdu, tu les as oubliés. Ils m'ont jamais répondu. J'ai relancé 4 fois, ils m'ont jamais répondu. C'est tout. Puis ils t'appellent. Si, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ah bon, attends, faut que je revoie l'emploi du temps. Mais je croyais plus, je croyais que vous m'avez oublié, désolé. Tu vois. Mais donc voilà, moi j'aime bien m'intégrer quand même là-dedans et je suis persuadé que c'est des secteurs d'avenir en fait, quoi. Voilà. On aura toujours du social et puis peut-être vu ce qu'on voit, tu vois, il y aura toujours du besoin d'expansion sociale et sociétale. Que ça soit en entreprise ou que ça soit dans peut-être voilà, tu vois, des quartiers comme l'Union où il y a beaucoup de travail, investissement de la mairie, d'autres en fait pour redynamiser la chose. Voilà, je suis aussi un acteur de la redynamisation des cités, des villes et des quartiers, quoi. Ouais. Et des entreprises. Effectivement. Avant de parler du futur de la graphisterie, si tu devais me parler d'une belle réussite, un truc là comme ça qui peut faire jaillir un peu d'émotion dans l'imaginaire des gens puisqu'ils nous écoutent et donc ça rentre plus facilement. Ça a vraiment la plus belle fierté que je peux avoir sur ces dernières années en tant qu'entrepreneur. L'année dernière, l'été dernier, j'ai organisé le premier festival street art de Douai 100% participatif, tout seul. Bon allez, quelques copains sont venus un dimanche à gauche, à droite, j'ai eu des petits coups de main, tu vois, mais sinon la base tout seul. Et quand je recroise d'autres acteurs dans d'autres agglomérations qui eux sont en équipe, ils me disent c'est vraiment cette phrase-là, je l'ai entendue. En fait mec, tu fais tout seul ce que nous on fait tous ensemble. Et donc ouais, c'est des fiertés, tu vois. Moi j'ai pas conscience de ça, j'ai pas du tout conscience de ça. Mais quand après on te le dit, je me dis si tu vois, je travaille quand même en fait, quoi, et j'impressionne peut-être certaines personnes, quoi. Et qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce
Au festival Street Art de Douai. Ouais, beaucoup de choses. C'était de rendre alors c'est un quartier à Douai qui s'appelle Frémaré, qui est une espèce de péninsule isolée. C'est vraiment difficile d'accès du centre-ville pour eux. Tu vois, il y a pas forcément, c'est pas forcément grand chose en fait là-bas. Donc voilà, on m'a appelé pour redonner du sens à la vie du quartier. Donc on a organisé un mois d'événements où toutes les fresques et pas que des fresques, mais des ateliers, voilà, pour les petits, pour la parentalité, pour donner venez dans les parcs, venez vous initier, venez en famille, venez profiter, venez regarder vos enfants, tu vois. On a fait des pochoirs, on a fait 10 portraits, on a fait venir un artiste qui a son atelier ici aussi à Tourcoing, qui s'appelle Ouroboros, et je lui ai demandé de faire 10 portraits d'habitants. On voulait vraiment les mamans, les mamies. Ma cible de cœur, c'était les mamies du quartier, et que vraiment toutes les générations soient présentes. On n'a pas eu toutes les mamies, mais on a eu plein de gens du quartier qui ont participé à ça, et voilà, et de rendre, à travers une forme de participation, si t'as pas envie de peindre, tu peux venir poser pour la photo. C'est une forme de participation. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, en fait, le pochoir, on va le faire poser par les jeunes. C'était tous des mineurs, des 13-14 ans jusqu'à 17-18 ans, qui venaient, et puis moi, je m'adaptais à eux. Et venez, on va réaliser, on va poser, je vais vous apprendre, on va faire. Lui, tu le connais pas, tu l'as pas reconnu. C'est un président d'une association du coin, parce qu'il a fait des choses pour vous, il a fait des voyages il y a 3-4 ans, maintenant il a arrêté à d'autres projets. Si, c'est vrai, on se souvient de lui et tout. Et tu donnes du sens aux gens, en fait, tu les crées, tu fais du lien. C'est hyper important, donner du sens. De toute façon, dans la vie, celui qui fait des choses sans sens, et à un moment donné, il s'effondre. Tu sais, c'est... Après, moi, voilà, peut-être pour mon côté un peu émotif, si moi, on me donne pas du sens, je comprends pas. On va dire que je suis bête. Mais s'il y a pas de sens, je sais même pas quoi faire. Faut que ça ait du sens. Du sens pour toi, du sens pour moi, du sens pour le quartier. Mais faut qu'il y ait un sens quand même à ce qu'on est en train de faire. Et voilà, et là, le sens, l'intergénération, c'est l'image des anciens du quartier qui est réalisée par les jeunes du quartier. Tu vois? Après, j'ai fait des choses avec des petits, j'ai fait des ateliers avec ils avaient 6 ou 7 ans, là, ils sont venus avec leur maman, et puis ils ont fait des espèces de petits dessins sur du papier craft. C'était l'atelier mini street artist. Ton dessin que t'as fait sur papier craft avec ta maman, que t'es super fier d'avoir partagé ton idée avec ta maman, on va le découper et on va aller le coller au coin de la rue, là-bas, derrière, on va se balader, tu vois, et l'a collé, il est repassé, il l'a vu, d'autres l'ont vu, et puis voilà, on peut apprendre beaucoup de choses, en fait, par plein d'activités comme ça. C'est ludique, c'est simple, c'est cool, t'as une facilité d'approche, mais le fond, les méthodes, c'est les mêmes que tu vas appliquer dans ta vie. Et puis surtout, le jour où tu auras un problème, réfléchis pareil. Réfléchis à t'adapter. Réfléchis à trouver une solution. Réfléchis, tu vois, le but c'est que ça tourne, c'est que ça roule. Perds pas du temps. Tu vas te stresser, ça te fait du mal. Tu vas perdre du temps. Donc ça veut dire que ce sera encore plus chiant après à réparer, etc., etc., tu vois. Vraiment, cette politique de faut couper des têtes, la caricature comme ça, il faut l'oublier. Il faut être dans la politique de comment je répare. C'est vraiment ça, en fait, quoi. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de se tromper. De toute façon, on apprend comme ça. Il y a personne qui est né avec tout le savoir et toute la pratique et toute l'expérience. Ça n'existe pas. Il faut se planter, il faut faire des conneries, il faut être naïf, tu vois. Et puis, voilà, chacun a sa vie, chacun a son expérience, et c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Puis, il faut être accompagné quand même. Moi, j'avais toujours dit, tu vois, en tant que manager, t'as plein de gens dans ton équipe qui se plantent, c'est toi le premier responsable. Parce que t'étais pas là pour les surveiller, t'étais pas là pour les accompagner, t'étais pas là pour les former, t'étais pas là pour les corriger. Et alors oui, techniquement, avec ses mains, c'est lui qui a fait une erreur. Mais l'intellect, c'est toi. Mais oui. Il faut pas se mentir à soi-même, en fait, derrière, quoi. Tu as raison. Ouais. Et c'est la philosophie que j'ai appliquée. Donc, tu as parlé de basket tout à l'heure. Je vais faire une toute petite parenthèse. Mais moi, j'ai toujours dit, j'étais entraîneur de jeunes, quand l'équipe gagne, c'est grâce à eux. S'ils perdent, c'est à cause de moi. Voilà, on est coach, on assume cette partie-là. Sous-entendu, file-leur parce que c'est eux qui ont sué. Si ils ont sué et qu'ils ont perdu, c'est que tu as dû faire une connerie à un moment ou à un autre, tu n'as pas fait jouer le bon joueur, etc. Et donc, juste, je fais une autre parenthèse sur le basket. Parce que tout à l'heure, tu as dit que t'as parlé de basket. Moi, ce qui a fait que je t'ai vu sur LinkedIn et j'ai dit « Ah, ça m'intéresse », c'est que j'ai vu que tu avais, et ça donne du concret aux gens sur ce que tu fais, tu as un terrain extérieur de basket avec du bitume tout gris, tout moche, pas beau, et tu montrais le avant-après.
t'avais fait un truc au sol, je sais pas si c'est dans le cadre d'une association, si c'est doué, etc. Mais voilà, c'était une petite mise en lumière sur ce qui a fait que ça a créé le lien. Ça m'a créé de l'émotion, moi, chez moi. C'est peut-être la deuxième chose sur laquelle je suis le plus fier sur ces dernières années. Je sais pas, moi je veux dire c'était un coup de chance en fait, quoi. C'est la personne, mon interlocuteur est tombé fan de l'idée en fait. Et on a réalisé une fresque, et je dis bien on a réalisé une fresque sur un terrain de basket, voilà, de la taille d'un terrain de basket, c'est quand même assez conséquent, en mode atelier pédagogique. Ça veut dire qu'on a fait une semaine d'atelier, de conception, d'apprentissage, on a fait des maquettes, j'ai monté en gamme en fait, les participants, ils avaient entre 12 et 15 ans. Pas plus, vraiment pas plus, je pense pas avoir quelqu'un qui avait 17 ans, tu vois, entre 12 et 15, 16 ans maximum. Et ben ils ont réfléchi, ils ont contextualisé, ils ont fait leurs dessins. Attends, ils ont fait les dessins à 12, 13, 14 ans, je leur ai dit maintenant vous allez les déchirer. Ça n'arrive pas. Attends, sa fierté là, qu'il vient de faire, bah tu vas déchirer ton dessin. Bah, parce qu'on va travailler la création d'une œuvre qui vous représente tous. Donc en fait c'est des segments. Un segment de ce que tu as déchiré, on ne montre pas le coin de la page, ça n'est pas fini, c'est l'infini. C'est une partie de toi qui est à côté d'une autre partie des autres. Et ça, bah, voilà, ils ont fait une maquette, et après, bah, vous allez faire cette même méthode de réalisation, bah, vous allez faire vos tracés, vous allez mettre en peinture, et puis vous allez comprendre la difficulté aussi de la peinture, etc., etc. Et ils ont tous fait ça de façon formidable, et je crois, moi, pour ma partie personnelle, je fais 20% du terrain et 80% est fait par les participants en fait, quoi. Donc ouais, c'est une fierté, c'est une joie, je suis ravi. Il faut qu'il y ait plus de mairies, d'associations qui soient prêtes à investir sur des projets comme ça. Ça coûte un billet, mais quand vous avez fait des projets comme ça à 12, 13, 14, 15 ans, eh ben à 30 ans, vous avez de grandes chances d'être patron de votre boîte, d'être grand chef de service, tu vois, et de développer le sens commun, le sens collectif, de développer au final l'économie locale aussi, t'as des retombées, tu développes le sens social des gens, l'intellect social en fait, enfin, t'as d'énormes retombées. Après, c'est pas quantifiable à l'instant T, mais si on investit sur les générations futures, quand tu as 15 ans, bah déjà laisse-lui le temps au moins un an que tout ce qu'il a appris ça fasse tilt dans sa tête, et quand tu vas rencontrer des projets, moi je pense quand t'es en première terminale, t'as des projets concrets, ah bah ouais tiens, il y a 2-3 ans j'ai déjà fait des projets concrets. C'est-à-dire que lui a déjà une longueur d'avance en fait sur les autres. C'est clair. Merci d'avoir partagé tout ça parce que, enfin moi, voilà, encore une fois, il y a un lien émotionnel et je comprends énormément ce que tu dis. Et donc, c'est quoi l'avenir pour toi et pour la graphisterie ? Il y a des projets, il y a des idées, il y a même des appels que tu peux faire. Hein. C'est l'occasion du podcast de dire tiens, je passe dans le podcast, bah, je vais en passer, puis je le fais diffuser, puis peut-être qu'il y aura la bonne personne qui entendra. Bah moi, je suis un grand militant pour les projets participatifs et créatifs et de développer la créativité chez les gens. Donc, si j'ai un appel à faire, entre guillemets, je suis le seul avoir ces compétences de manager, d'animation, de pédagogue, d'artiste illustrateur et artiste peintre avec des bases classiques en fait. Voilà. Je viens du monde des beaux-arts et mon but et mon sens de mon entreprise est de titiller la créativité des gens pour eux, pour eux-mêmes, pour leur vie, pour le futur. Et l'aspect collaboratif pour eux-mêmes, pour le futur, pour leur ville, etc. Tu vois. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par mettre en place des projets comme ça, qui sont... tu vois, en fait, chez nous, Roubaix-Tourcoing, ils investissent beaucoup, Lille, ils investissent beaucoup, parce que là où je vais, à Douai ou ailleurs, plus loin, il n'y a pas du tout ça. Mais on invite des artistes. C'est génial, c'est beau, il y a un aspect touristique. On développe le tourisme en invitant des artistes du Mexique, de Hongrie, d'Afrique, etc. Et ça fait du bien à l'économie locale. Ben moi, je fais du bien à l'économie locale d'une autre façon. Ouais. Puis tu consommes pas de CO2 et ainsi de suite, t'es juste à côté. Il y a personne qui prend l'avion. On demande pas, dans la caricature, mais on demande pas 10 000 balles pour l'intervention par artiste, tu vois. Moi, je vais être franc avec toi. Le festival à Douai, je l'ai organisé avec 10 000 balles. Ce qui est rien du tout hein, pour les gens. Parce que sinon, les gens vont pas se rendre compte. Ils vont dire 10 000, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Ce qui est vraiment rien du tout par rapport
au nombre de personnes qui viennent, de temps passé, d'investissement, de matériaux, etc., etc., etc. Et voilà, quand on réfléchit, en fait, on peut faire beaucoup de choses parfois avec peu. Et puis voilà, faut juste être intelligent avec l'argent qu'on a en fait aujourd'hui. À quoi ça sert, à qui ça profite en fait au final, tu vois. Faut se poser un peu cette question-là. Et puis moi, je suis un grand partisan de dire voilà, l'économie locale, c'est quand même quelque chose qui appartient au futur. Donc aujourd'hui, j'ai pas la prétention d'aller en dehors des Hauts-de-France. Et puis voilà, d'essayer de rendre un jour ce que certains m'ont donné, de le rendre autour de moi et de participer à l'expansion de notre région, quoi, en fait, point de vue culture, point de vue créativité, etc., etc., quoi. Écoute Mathias, je te remercie parce que, encore une fois, et je le dis aux gens parce que les gens ils ont l'impression que c'est un peu du pipeau, c'est du fake, mais voilà, les réseaux sociaux ça a des mauvais côtés, mais le fait qu'on se soit rencontrés sur LinkedIn et qu'on soit là ce soir ensemble à partager, moi j'ai passé un super moment, j'ai rencontré une personne qui a une approche vraiment très particulière et je pense même, je ne vais pas dire unique, mais en tout cas assez rare. Et ce que tu as dit, ça m'a touché. Et donc, je vois que tu me dis que tu as un truc à rajouter. Et donc, ça fait partie. C'était une de mes dernières questions, en disant. Avant de clôturer, est-ce que tu as un truc à rajouter ? Parce que peut-être que tu n'as pas eu le temps de tout dire. Donc, vas-y. Alors, moi, je voudrais faire un appel. Je lance une bouteille à la mer. J'ai vraiment d'énormes difficultés à trouver des profils qui peuvent m'accompagner, tu sais. Des pédagogues, des artistes. Alors, souvent, l'un va pas avec l'autre, en fait, quoi. C'est très compliqué pour les artistes d'expliquer leurs pensées ou leurs méthodes créatives. Et puis, les purs pédagogues, ils sont pas des artistes. Peut-être enfin, voilà, une espèce de mix des deux, en fait. Donc, vraiment, tu vois, des gens qui sont dans la créativité. Ça peut aller loin, hein, d'être impliqué dans la créativité. Et qu'ils ont une fibre pédagogue et une fibre à l'émotion, tu vois, voilà, c'est des profils comme ça. Après, moi, on s'accompagne, on grandit ensemble. Enfin, voilà, ouais, je recherche aussi des gens comme ça pour m'entourer. Et puis, on parle d'entrepreneuriat, faut aussi faire grandir la boîte. Et puis, moi, je le vois très bien. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis sur mon projet. À un moment donné, tout seul, c'est quand même très compliqué. C'est quand même assez compliqué. Donc voilà, et puis tu me demandais pour les projets d'avenir, je t'ai pas donné de réponses concrètes, mais donner plus de cours, j'aimerais bien intégrer aussi le monde des handicaps. Je sais que personnellement, je me gaverai, je me fais plaisir, en tout cas avec, et ça, j'espère que ça fera partie de mes clients futurs. Et puis l'organisation de festivals d'art contemporain participatif. Et pas de démonstratif. Voilà, j'espère que ça, on croise les doigts, pas cette année, mais l'année prochaine, on pourra en faire quelques-uns, quoi. Ok, et écoute, ton message y est passé, on le relaiera au maximum sur les réseaux sociaux et tu le relayeras aussi, et comme ça, on sera déjà 2 et puis hop, ça fera la boule de neige, on l'espère. Je te remercie pour ce moment. Nous, on va le terminer là, on va couper le micro, mais je sais qu'on a des choses à se dire juste après. Mais en tout cas, vraiment, merci de t'être déplacé, merci de m'avoir fait confiance, et puis on partagera toutes tes réalisations dans les notes du podcast parce qu'il y a plein de choses à voir et moi j'ai adoré ça, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré tous les trucs, donc on mettra tout ça dans les notes du podcast, tu me donneras tout. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la vie est belle. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mathias et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.